Parfait, encore une fois. Action. C'est super. Vous n'y avez pas joué depuis quand? Vous n'y avez pas joué depuis quand? Ah, c'est une bonne question. Ça fait un moment. Je dirais 20 ans. 20 ans? Peut-être 30. C'est une belle initiative. Oui, C'est sympa? oui, très sympa. Je parie que vous avez oublié les vieux jeux Nintendo. Est-ce que vous collectionnez les anciens jeux de l'entreprise? J'en ai quelques-uns, c'est tout. C'est pas mon truc. Je n'ai pas l'âme d'un collectionneur. D'accord. Voici la machine dont je me suis servi pour travailler sur Earthworm Jim, sur Cool Spot et d'autres jeux du début des années 90. Vous savez pourquoi elles sont si difficiles à trouver aujourd'hui? On était censé les rendre à Nintendo une fois qu'on avait terminé de travailler sur le projet. C'était mon petit secret. Je risque d'avoir des ennuis maintenant que je vous l'ai dit. Je te défends de me la reprendre, Nintendo. Faudra me passer sur le corps. On me sollicite souvent pour répondre à des interviews, mais ce n'est que la deuxième fois que j'accepte. Merci. C'est un honneur de vous recevoir. Disons que c'est une situation assez délicate. Tout est très confidentiel. Je comprends. Voilà. C'est bon, les caméras sont prêtes à tourner. C'est un champignon. Mario est tout petit. Il dit « Est-ce que je peux prendre ce champignon? J'en ai besoin pour grandir. » Il le gobe comme ça et puis voilà. C'est comme ça qu'il grandit dans le jeu. Vous le trouvez pas trop mignon? Regardez, on a envie de lui pincer les joues. Quand on parle de jeux vidéo, on a tous une image en tête. Peu importe à qui on s'adresse. On pense tous à la même chose. Nintendo. À quoi tient ce grand succès? Au hasard? C'est possible. À une bonne vision d'avenir? C'est évident. À la chance d'une vie? Pourquoi pas? Pour certains, le succès s'obtient à force de persévérance. Pour d'autres, il s'obtient en surmontant les obstacles. Et si la garantie de la réussite dépendait de l'idée en elle-même? S'il suffisait de proposer un produit innovant et durable? Un produit encore inconnu qui va révolutionner le monde? Mais ce n'est pas seulement l'histoire d'une réussite. C'est l'histoire d'une ambition, d'une rivalité, d'un aplomb sans pareil et d'une idée de génie. It may be the most addictive toy in history, and it's definitely the hottest thing this Christmas. Nintendo video games. This is the Nintendo Switch. Wii U. Nintendo 3DS. La Wii. Wii Sport. La DS. J'adorais la GameCube. Smash Bros. N64. Super Mario 64. Super Nintendo. La Game Boy. J'aimais bien. J'adorais Mario. La NES. La Famicom. Power Glove. Duck Hunt, Tetris. Zelda. Donkey Kong. Game in One. Game in One. Nintendo. 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 Nintendo.
On commence par une question difficile, d'accord? D'accord. Est-ce que vous vous souvenez de la toute première fois où vous avez entendu parler de la marque de jeu Nintendo? Quand est-ce que j'ai découvert Nintendo? On ne m'avait jamais posé cette question. La première fois que j'ai joué à un jeu Nintendo, je devais avoir 5 ans. C'était en 87 à l'arrière d'un bus scolaire. Un de mes camarades avait reçu une console NES en cadeau et il m'a montré la boîte. J'ai commencé à jouer sur une vieille télé en noir et blanc. Il m'arrivait de me lever à l'aube pour jouer à Agonis 2. Je hurlais « Non, c'est par là! Qu'est-ce que tu fais ?» À Noël, quand j'avais 8 ans, j'ai déballé le cadeau et là... Un cabinet de recrutement m'a contacté. L'entreprise Nintendo cherchait un directeur des biens de consommation. On m'a dit qu'ils avaient un projet de jeu vidéo. Don James, avec qui j'ai fait mes études, venait d'accepter un poste au sein de cette entreprise qui concevait des jeux d'arcade. Mon ancienne patronne m'a appelé pour me dire qu'elle travaillait pour l'entreprise de Donkey Kong. Elle m'a proposé de passer un entretien d'embauche avec Ron Judy pour rejoindre l'équipe. Nintendo devait nous envoyer son nouveau jeu. On attendait que ça au bureau. Il a fini par arriver un jour en fin d'après-midi. C'est à ce moment-là qu'on a découvert le jeu intitulé Donkey Kong. Un cabinet de recrutement m'a appelé. Une entreprise du nom de Nintendo cherchait quelqu'un qui n'avait jamais travaillé dans le secteur. J'avais le profil idéal. Who are the Mario brothers? I don't know. The hockey players? All I can think of is the guy in the library, Mario Puzi. J'ai entendu parler de Nintendo quand l'entreprise a ouvertement plagié mon jeu Breakout. Ils ont lancé un casse-brique en tout point identique au mien sur le marché japonais. Je les ai tout de suite considérés comme des concurrents potentiels. Nintendo avait conquis le marché du jeu vidéo. Ils avaient le monopole. In 6 years, the price hasn't gone down at all. There's no reason for them to. There's no competition for them. And there is absolutely no evidence that I'm aware of that Nintendo has kept any of these other companies out of the marketplace. Il n'a pas du tout apprécié qu'on ose se moquer de Nintendo dans nos publicités. Nos animations étaient meilleures et plus ludiques. On n'a jamais réussi à s'entendre. Ils s'enflammaient un peu trop sur leur réussite à mon goût. Ce n'est pas un milieu facile. Au moindre faux pas, une entreprise peut se retrouver en difficulté financière. Ce que je vais dire risque de ne pas plaire à tout le monde, mais vous m'avez demandé la vérité. Retournons dans le passé, là où tout a commencé. Tout a commencé dans les années 1880. Nintendo créait des cartes à collectionner. Quand on parle de Nintendo, on a tendance à penser aux jeux d'arcade, à la Super Nintendo et à la Wii. Mais à ses débuts, Nintendo produisait des cartes de jeu Hanafuda. L'entreprise appartenait au secteur du jeu, avant même qu'on ne parle de secteur du jeu. À l'automne 1889, à l'époque du Japon féodal et alors que la loi interdisait formellement les jeux d'argent, un jeune homme d'affaires japonais décide de saisir sa chance. Si on ne peut pas importer les cartes de jeux américaines, rien ne l'empêche d'en créer de nouvelles et de les vendre. Il peut créer des cartes conformes à la loi.
des cartes de collection avec lesquelles on peut jouer, et pourquoi pas à des jeux d'argent. À la place du valet, de la dame et du roi, on joue avec des tulipes, des violettes et des fleurs de cerisier. C'était Fusajiro Yamoshi. Avant de créer Nintendo, il travaillait dans une entreprise de ciment qui construisait des bâtiments à travers le Japon. C'était lui le directeur. En fait, Fusajiro Yamoshi n'était pas son vrai nom. Il a changé de nom de famille au cours de sa vie. Il a été adopté par Yamoshi, l'ancien patron de l'entreprise de ciment pour laquelle il travaillait. Au Japon, une entreprise se transmet toujours de père en fils. Si un patron n'a pas de fils, il adopte un employé qui doit prendre son nom de famille. Par la suite, Fusajiro a créé sa propre entreprise de cartes, qu'il a nommée Nintendo. Mais en 1889, la loi japonaise qui régulait l'importation des produits venus d'Occident était extrêmement stricte. Par exemple, il était illégal d'utiliser des cartes à jouer occidentales avec des numéros et des couleurs. À l'époque, on les considérait comme des cartes de jeu d'argent. Et c'était le cas. Il fallait donc inventer de nouvelles cartes à jouer. Les cartes japonaises ne présentent ni symboles ni numéros. À la place, on trouve des illustrations des saisons et des fleurs. C'est cette astuce qui a permis de contourner la loi japonaise sur les cartes à jouer. Ces cartes étaient utilisées dans les casinos et on les détruisait quand on s'en servait plus. C'est ce qu'on fait à Las Vegas. Cette pratique existait déjà au Japon à cette époque. Les casinos avaient sans cesse besoin de cartes et Nintendo en a profité. L'entretien peut commencer. Chris Kohler, vous connaissez? On l'a rencontré dans le cadre de ce documentaire et il nous a montré son immense collection de cartes Hanafuda. Je connais. D'accord. On commence par quoi? On va mettre la chaise ici. Vous pourrez vous asseoir. Voilà. Je me mets face à la caméra? Oui. Bien. D'accord. Voici les plus vieilles cartes de ma collection. Des Daitorio, c'est la marque d'origine, ça veut dire président. C'est exactement le genre d'illustration qu'on trouvait sur les premiers paquets de cartes Hanafuda. L'emballage n'a pas vraiment changé. Regardez ces cartes, elles sont toujours fabriquées avec du papier. Celles-ci sont abîmées, on voit qu'elles ont beaucoup servi. Elles se sont usées au fil des jeux et des années. Elles sont minuscules. Oui, elles sont petites. Je les imaginais plus grandes que ça. Elles sont toutes petites. C'est vrai. J'en ai une très jolie. C'est une fleur avec des paillettes. J'en ai fait une broche. Super. Oui. Il me semble que Nintendo a été le tout premier fabricant à créer des cartes en plastique. C'est vrai? Chris Kohler en avait certaines. Regardez, si vous achetez un jeu de cartes Hanafuda plus récent comme celui-ci, c'est du plastique. Aujourd'hui encore, si vous entrez dans une petite boutique au Japon, vous pouvez acheter des cartes Hanafuda de la marque Nintendo. Les cartes de Yamoshi rencontrent un succès immédiat. Les débuts de sa nouvelle entreprise sont prometteurs. Nin pour chance. Ten pour paradis. Et Do signifie salle commune ou encore lieu de rassemblement. On a littéralement Nin, Ten, Do qui signifie chance, paradis, endroit. Quand vous allez jouer à des jeux d'argent et de hasard, vous risquez vos économies. En fait, vous tentez votre chance en vous en remettant au ciel. Pendant longtemps, Nintendo n'a conçu que des cartes. Au fil du temps, les règles vis-à-vis de l'Occident sont devenues plus souples. Et Nintendo a commencé à fabriquer des cartes avec des numéros.
Nintendo a vraiment changé quand le troisième directeur a pris les rênes de l'entreprise. Hiroshi Yamauchi. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima. Hiroshi Yamauchi a connu l'horreur de la Seconde Guerre mondiale. Comme beaucoup d'autres survivants, ça a endurci son caractère. Yamauchi était un homme dur en affaires. Il était très jeune quand il est devenu directeur. Il avait 22 ans. Bien sûr, il voulait toujours ce qu'il y avait de mieux pour son entreprise, mais il n'était pas facile à vivre. Quand il est arrivé à la tête de Nintendo, il a licencié tous les membres de sa famille pour montrer que c'était lui le patron. Ensuite, il a cherché des solutions pour développer l'entreprise. Youngman Trump for you. Youngman Trump. Après avoir fabriqué des cartes pendant 60 ans au Japon, l'entreprise doit se développer pour survivre. Yamauchi se rend alors aux États-Unis dans l'espoir d'y trouver un nouveau marché pour les cartes de l'entreprise. À son arrivée, il découvre les bureaux très modestes de la United States Playing Card Company, le plus grand fabricant de cartes du pays. Pour lui, c'est le choc. Yamauchi réalise que le marché des cartes à jouer est très restreint. Il comprend alors que s'il veut développer son entreprise familiale, il doit faire preuve d'imagination. We know what our goals are. We know what we hope to accomplish. And believe me, this is just the beginning. Les cartes réalisées en partenariat avec Disney rencontrent un succès fulgurant et Nintendo s'enrichit à une allure spectaculaire. Yamauchi est jeune et plein d'ambition. Il se sert d'une partie des bénéfices pour orienter l'entreprise dans de nouvelles directions. Il crée notamment des taxis Nintendo. C'est un échec. Il crée alors des hôtels où on loue des chambres à l'heure. Nouvel échec. Vient ensuite la chaîne de télévision Nintendo. Oui, c'est une bonne idée. Ça pourrait marcher. Non. Ça y est, je sais. Du riz Nintendo. Toujours pas. Rien ne fonctionne. Nintendo semble traverser une période un peu difficile. Une grande grève des travailleurs éclate dans les années 60. Le climat est assez tendu. Au printemps 1966, la marque arrive à faire ce que peu d'entreprises ont réussi à accomplir. Elle se réinvente.
À ce moment-là, Nintendo commence à s'intéresser au marché du jouet. Nintendo se rapproche des magasins de jouets et leur demande de placer ses jeux dans les rayons. Nintendo n'avait pas prévu de s'immiscer dans ce nouveau marché. L'entreprise n'avait développé aucune stratégie. En fait, tout est parti d'une erreur que l'on doit à un homme en particulier. C'était un mécanicien de l'entreprise qui travaillait à la chaîne sur les machines. Cet homme, c'est Gunpei Yokoi. C'est un employé de longue date qui assure l'entretien des machines dans l'une des fabriques de cartes Hanafuda de l'entreprise. Quand il ne travaille pas, il s'amuse à bricoler avec des pièces détachées. Et puis un jour, il fait une découverte inattendue. Pendant son temps libre, il crée une sorte de bras télescopique amusant qui permet d'attraper des petits objets à distance. Yamoshi voit cet engin et ça lui plaît. Alors il dit « ce sera notre nouveau jouet ». Et c'est ainsi qu'est né l'Ultra Hand. Ça a fait un carton. So it's got a weird weighted bit here. And look at that. Whee! Après le succès de sa création, Yokoi est promu. Il intègre les nouveaux bureaux des jeux Nintendo. Sa mission est claire. Il doit inventer de nouveaux jouets qui se vendront comme des petits pains. Ils ont aussi conçu des petits casse-têtes très amusants. La roulette. C'est le genre de jeu qu'on pouvait acheter dans les casinos de Las Vegas. Ultrascope, part of the same lineage as the Ultra Hand. Now this is pretty damn cool. Bit slow, but it's getting there. Voici le Sluggermate, ou l'Ultra Machine. Ça devient plus technique. Il y a 2 ou 3 câbles, mais ça reste de l'électronique de base dans l'ensemble. On est dans le Japon d'après-guerre. Le consommateur moyen a un budget serré pour les loisirs. Il faut donc inventer des jeux ludiques, susceptibles de lui plaire et à moindre coût. C'est avant tout une entreprise de divertissement. Le point fort de Nintendo, c'est d'avoir toujours su trouver la meilleure façon de commercialiser ses produits. Ça se déploie. Il y a le logo de Nintendo ici sur la batte. Il n'a pas changé depuis les années 60. Vers la fin des années 60, le Japon fait face à un grand changement culturel, notamment au sein de la classe moyenne. Le besoin d'innover se fait largement ressentir. On délaisse les jouets classiques au profit des jouets électroniques. Nintendo crée le Love Tester et le succès est immédiat. L'homme et la femme doivent tenir un embout chacun, puis, avec leurs bras libres, ils doivent se donner la main. Comme ça, le baromètre d'amour n'a plus qu'à mesurer l'intensité du courant électrique qui circule entre eux à ce moment-là. Bien sûr, c'est censé déterminer l'intensité de leur amour. C'est de cette façon que Nintendo a fait sa place dans le milieu des concepteurs de jouets électroniques high-tech. Voici Duck Hunt. Peu de gens le savent, mais Duck Hunt est inspiré d'un jouet créé par Nintendo. Voilà le projecteur. Il sert à projeter des silhouettes de canards sur le mur pour qu'on tire dessus avec le fusil. Cette idée est née d'un partenariat avec l'entreprise Sharp. L'ingénieur Masayuki Uemura a eu une idée. Il travaillait sur un projet passionnant qui impliquait des cellules photosensibles.
Il parle de son idée à Gunpei Yokoi et ensemble, ils décident de créer un pistolet. Le pistolet tire des rayons lumineux que les jouets détectent. Ils déclinent le concept de différentes manières. Dans un jeu, il faut tirer sur une poupée habillée en cow-boy. Dans un autre, il faut tirer sur un lion qui rugit quand on le touche. After the eyes flash on the screen, shoot. Put your pistol in the holster and prepare to draw. Ça me rappelle un jeu. J'y ai joué, mais j'ai oublié le nom exact. C'était un jeu de tir interactif projeté sur un écran. J'ignorais que c'était Nintendo. Les jeux vidéo sont devenus populaires. C'était la suite logique pour Nintendo. Suivez-moi. Ici, vous avez toute ma collection Nintendo. J'ai le Famicom, le Super Famicom Disk System. Tout est là. De ce côté, ce n'est pas Nintendo. C'est la Brown Box. C'était le prototype des toutes premières consoles de jeux vidéo. Tandis que les années 60 se concentraient sur la famille et la course à l'espace, à l'aube des années 70, les États-Unis ne cessent d'innover. Un ingénieur devenu inventeur met au point un dispositif unique en son genre. Il s'agit de Ralph Baer. Ralph Baer a été l'un des premiers à se spécialiser dans la télévision. Il a toujours voulu créer des postes interactifs. Il travaillait pour une société de défense du pays. Il a présenté son idée de jeu vidéo à ses supérieurs dans le New Hampshire. Ils ont créé 7 prototypes. Le dernier s'appelait la Brown Box. Le modèle d'origine est conservé au musée Smithsonian. Ralph Baer en a distribué une vingtaine d'autres à divers musées à travers le monde. Voici la première reproduction. Ensuite, il a fallu trouver l'entreprise qui allait assurer la distribution. C'est le fabricant de télévision Magnavox qui a commercialisé la console sous le nom d'Odyssey. Magnavox presents Odyssey, the electronic game of the future. Odyssey easily attaches to any brand TV, black and white or color, to create a closed-circuit electronic playground. Odyssey gives you all the exciting action of hockey and 11 other challenging play and learning games for the entire family. Odyssey, a new dimension for your television, now at your Magnavox dealer. He's listed in the yellow pages. Il a aussi inventé le fusil optique. One of several optional games, which include a special shooting gallery, complete with gun and 4 target overlays. Magnavox n'était pas un fabricant de jouets. Il fallait qu'une société crée les fusils. Et cette société se trouvait au Japon. C'est comme ça que Nintendo a fait ses premiers pas dans le marché du jeu vidéo. Ici, vous avez des exemples de fusils optiques créés par Nintendo. Celui-ci a été commercialisé seul en 1970 au Japon. Et celui-ci a été conçu par Magnavox en 1972. La seule différence notable, c'est ce câble qu'on doit brancher à la console. Ce contrat avec l'entreprise Magnavox a permis à Nintendo d'importer la console Odyssey au Japon. Finalement, ça paraît logique que Nintendo s'intéresse aux jeux vidéo et décide de s'en inspirer pour se développer. Je pense notamment aux jeux tels que Pong et aux machines spécifiques aux jeux d'arcade. En fait, Nintendo a repris les droits de la console Odyssey que Magnavox commercialisait aux États-Unis et s'en est servi pour la commercialiser à son tour au Japon, mais cette fois sous sa propre marque.
C'est ainsi qu'en 1977, Nintendo sort la Color TV Game numéro 15 et la Color TV Game numéro 6. Les manettes sont amovibles. Elles sont attachées à la console grâce à un câble, mais vous pouvez les déplacer. C'est ce bouton qui contrôle tout. Il n'y avait pas de cartouche. On la branchait à la télévision. Et on sélectionnait le jeu auquel on voulait jouer avec ce bouton. J'ai toujours peur de tout dérégler à force d'y toucher. La console, rebaptisée Color TV Game par Nintendo, marque le début d'une nouvelle ère pour l'entreprise. Et de nouveaux produits ne cessent de voir le jour aux États-Unis. Well, they come as if from outer space in a variety of weird guises. To fans, they represent a challenge, but to critics, they are a menace. There's only one conclusion you can come to in television. And play Colossus. Psychologists remind us every younger generation has to have something to scare adults. Right now, all of this is certainly it. You can't get hooked on it. Are you? Yeah. Any normal person would want to beat the machine. And you come back? Oh, sure. Again? Oh, sure. Again? Yeah. The centipedes are coming. Get your fingers moving faster. TIE fighters! What's going in? Luther destroys the god. Zapping those little devils from outer space. Je repense avec nostalgie à l'époque de la console Atari 2600. Je me rappelle le jour où on l'a reçue à la maison. Je pensais que je n'allais plus jamais sortir. Je m'en souviens très bien. J'étais encore enfant et je me disais que je n'allais plus jamais jouer dehors. Je voulais jouer à ces jeux vidéo pour toujours. Ça s'estompe avec le temps, mais quand on y rejoue, les bons souvenirs reviennent immédiatement. Je me souviens qu'on était un petit point dans le jeu. Il fallait traverser le pont dans Adventure et trouver des passages secrets dans les salles. Je me souviens aussi de ces espèces de canards jaunes qui nous poursuivaient un peu partout à travers le jeu. Je crois qu'ils représentaient des dragons. Ça stimulait beaucoup l'imagination. Well, our guest this afternoon has been called the P.T. Barnum of Silicon Valley and widely acknowledged as the father of the video game industry. He created Pong and 35 other video games while chairman of Atari. Creative genius Nolan Bushnell. When you invented your first video game, did you have any idea that it would take off? I mean, do with it, what it's done today? Yes, I did, but I didn't think it'd do it quite as quickly. And hast thou slain the Jabberwock? Come to my arms, my bleemish boy. Oh, happy day, Caluth Calais, he chortled in his joy. 'Twas brillig in the silty toves, did Gyron gimble in the wabe. All mimsy were the burrow groves, and mome the rats outgabe. Génial! Quand avez-vous entendu parler de Nintendo pour la première fois? Je crois que j'ai dû entendre parler de Nintendo quand ils ont ouvertement plagié mon jeu Breakout. Ils ont lancé un casse-briques en tout point identique au mien sur le marché japonais. You can't keep me in here, Atari. Je les ai tout de suite considérés comme des concurrents potentiels. Le marché japonais était assez singulier à cette époque. Pong n'avait pas percé là-bas. Au Japon, les enfants n'invitent pas leurs amis à la maison. Les jeux multijoueurs marchaient bien aux États-Unis, mais pas là-bas. C'est pour ça que Breakout y a rencontré un succès fou. C'est devenu le Pong japonais, en quelque sorte. Il fallait un jeu solo. Avec l'expérience, on s'habitue au monde des affaires. On sait qu'on va se faire plagier. Les jeux vidéo n'étaient pas protégés par la propriété intellectuelle, donc c'était légal.
La plupart des premiers jeux de Nintendo sont des copies. Si l'on prend Space Firebird ou d'autres jeux du même genre, on se rend compte que ce sont des copies conformes de certains jeux qui existaient déjà à l'époque. Yamoshi sait sur quel cheval miser. Il comprend que le succès des jeux d'arcade et des consoles n'est pas prêt de s'arrêter. Pac-Man, Galaga et les autres jeux d'arcade ont un point commun. Ils rapportent de l'argent, ou plutôt des pièces. Grâce à l'essor des jeux d'arcade à travers le monde, Yamoshi touche du bout des doigts son rêve de se développer à l'international. Il jette ainsi son dévolu sur le marché américain. Mais à qui pouvait-il confier cette tâche? Quand son beau-père lui propose de monter une nouvelle branche de l'entreprise familiale aux États-Unis, Minoru Arakawa, alors âgé de 34 ans, ne voit aucune raison d'accepter le poste. Sa femme, Yoko Yamoshi, s'oppose fermement à cette idée. Elle sait ce que son père a dû sacrifier pour l'entreprise. Le couple Arakawa décide de quitter le Japon pour s'installer au Canada. Il souhaite commencer une nouvelle vie au nord de la frontière américaine. Malgré les réticences de Yoko vis-à-vis de son père et les incertitudes de Minoru, le couple ne peut nier plus longtemps le potentiel de ce projet. Après des mois de réflexion, ils finissent par céder sous la pression. Minoru Arakawa accepte l'offre de Yamoshi. À l'aube des années 80, Minoru, sa femme Yoko et leurs 2 filles font leurs valises et quittent Vancouver au Canada, direction New York. Mount St. Helens has erupted. Initial reports say that a large mushroom-shaped cloud has risen almost 10 miles into the sky. Pilots flying over the volcano said the eruption looked like an atomic bomb. Les entreprises japonaises et asiatiques de manière générale ont tendance à suivre une règle particulière quand elles ouvrent une branche aux États-Unis. Une partie des responsables japonais de l'entreprise sont mutés aux États-Unis pour diriger la nouvelle structure. Monsieur Arakawa avait épousé la fille de Yamoshi, qui est le grand patron de Nintendo. L'entreprise reste dans un cercle très fermé. Ensuite, ils ont recruté. Ils ont engagé un bon nombre d'Américains, notamment pour assurer le côté marketing et commercial. Est-ce que vous voulez bien nous raconter l'histoire de Ron et Al? Ils possédaient une société de transport, c'est bien ça? La société s'appelait Chase Express. Ron et Al avaient monté Far East Video dans le hangar de l'entreprise. Ils ont conclu un contrat avec Nintendo pour être leur unique distributeur. Je crois même qu'ils ont négocié les termes de ce contrat avec Monsieur Yamoshi en personne. Comment avez-vous commencé à travailler chez Nintendo? Racontez-moi votre histoire. Je dirais que ça remonte à 1980, peut-être 81. Je gérais une société à Seattle. Je travaillais avec Alston, mon associé. L'un de nos amis était en relation avec une entreprise japonaise. Un jour, il nous a demandé si on voulait tester un jeu vidéo Nintendo. On a accepté et on a acheté la borne. Un autre ami nous a autorisé à l'installer dans le hall d'entrée d'un hôtel à proximité de l'aéroport pour tester la réaction du public. À peine 3 jours plus tard, il nous a appelés pour nous dire de venir récupérer la machine parce qu'elle était déjà hors service. Quand on est arrivé sur place, on s'est rendu compte qu'en fait, la borne était déjà remplie. Les gens y avaient tellement joué qu'on ne pouvait plus insérer de pièces.
On a vu le potentiel du jeu. On a décidé de contacter notre ami en relation avec Nintendo pour en acheter plus. On les mettait sur le marché sous forme de machines de jeux d'arcade. Minoru sait qu'il lui faut un jeu à succès pour conquérir le marché américain. Mais lequel? Space Invader venait de faire fureur. Galaxian, de Namco, était très populaire. Et Galaga, un jeu du même genre, avait sa place dans les arcades du monde entier. Au Japon, Nintendo essaie de se faire une place parmi les jeux d'arcade, grâce à sa propre version de Space Invader et d'autres jeux du même genre. Mais son plus gros succès demeure l'éternel et indétrônable jeu de tir spatial, le fameux Radarscope. Yamoshi et Arakawa sont d'accord. C'est ce jeu qui va faire connaître Nintendo aux États-Unis. Alors, Nintendo entreprend de fabriquer 3000 bornes d'arcade Radarscope et les envoie à sa nouvelle branche occidentale, Nintendo of America. Un siège à New York? C'est bon. Une équipe commerciale? C'est bon. Un jeu à succès qui vient du Japon? Radarscope fait un flop. Les gérants de bars et de salles d'arcade ont déjà suffisamment de jeux de tir dans l'espace. Radarscope n'apporte rien de nouveau. Comme si ça ne suffisait pas, les joueurs se lassent vite des bruitages excessifs du jeu. Arakawa et sa nouvelle équipe commerciale parviennent tant bien que mal à vendre 1000 bornes en ayant recours à tous les moyens possibles. Pendant ce temps, 2000 bornes de Radarscope prennent la poussière dans l'entrepôt de Nintendo à Hackensack dans le New Jersey. Radarscope a très bien marché pendant 90 jours. Au début, le jeu a eu du succès et a fait rentrer beaucoup d'argent. Et puis au bout de 3 mois environ, le public s'en est désintéressé et les recettes ont rapidement chuté. Quand je suis arrivé chez Nintendo, j'ai compris que Radarscope était un échec. Il y avait trop de jeux du même genre. Arakawa se retrouve coincé avec ses bornes inutilisables. Il ne peut rien en faire. Les jeux arrivaient par le canal de Panama. Le temps que les bornes arrivent dans l'entrepôt du New Jersey, les recettes s'étaient déjà effondrées. C'était trop tard. C'est notamment pour cette raison qu'ils ont déménagé à Seattle. Le transport ne prenait plus que 2 semaines. Soit vous continuez à commercialiser un produit dont personne ne veut, soit vous laissez tomber. Il n'y avait pas de troisième option. À moins d'avoir une idée révolutionnaire. Face à l'échec, Arakawa doit réagir. Soit il démissionne pour sauver son honneur, soit il accuse le marché américain de ne pas être réceptif, soit il trouve une autre solution. Il a rappelé les bureaux japonais pour leur dire « J'ai besoin d'un nouveau jeu vidéo. Reprenez les bornes inutilisées de Radarscope et remplacez le jeu à l'intérieur. » Mais tous les concepteurs travaillaient déjà sur les jeux qui devaient sortir l'année suivante. Alors ils se sont tournés vers un ingénieur de l'entreprise qui était chargé de peindre les bornes. Ils lui ont dit « Il n'y a plus que vous. Vous devez créer un jeu. » Cet homme, c'était Shigeru Miyamoto. Hello, I'm Shigeru Miyamoto, a game developer of Nintendo. Miyamoto est un esprit libre. Quand il était petit, ses parents aimaient beaucoup le cinéma et la culture populaire. Dès son jeune âge, il a manifesté un intérêt particulier pour les westerns, les films de science-fiction, le bluegrass et le banjo. Son éducation, ses influences et ses goûts ont fait de lui un homme doté d'une imagination sans limite. Après avoir obtenu son diplôme en arts industriels à l'université de Kanazawa, Shigeru, ou Shigi, comme ses amis le surnomment, ne sait pas quoi faire de sa vie. Il adore les mangas, les bandes dessinées japonaises, mais c'est un secteur très fermé.
Il connaissait les jeux d'arcade. Il s'occupait des graphismes à peindre sur les bornes. Il n'avait jamais créé de jeu, mais tous les concepteurs de Nintendo étaient déjà sur un projet. C'était inespéré pour Miyamoto. Ce jeu, c'était la chance de sa vie. À l'origine, Miyamoto voulait créer un jeu avec Popeye. Ce projet a fini par tomber à l'eau, mais c'est ce qui a poussé Miyamoto à réfléchir. Il s'est penché sur le triangle amoureux que formaient Popeye, Olive Oyl et Brutus. Il a retenu une notion particulière. Il a besoin d'un méchant dans son histoire. C'est pour ça que dans le jeu vidéo qu'il crée, Donkey Kong se fait maltraiter par son maître. Il se dit que ça commence à bien faire et qu'il est temps de s'enfuir. Il kidnappe la copine de son maître et escalade le bâtiment. On attendait que Nintendo nous envoie son nouveau jeu. On était tous très impatients. Il a fini par arriver un jour en fin d'après-midi. C'est comme ça que toute l'équipe a découvert le jeu Donkey Kong. Al s'est levé et il est sorti de la pièce. Il s'est rendu dans un petit restaurant du coin. Quand on a vu le nom, on s'est tout de suite demandé comment on va vendre ce truc. On a appelé les bureaux au Japon et on leur a dit « Vous devez changer le nom du jeu pour qu'on puisse le vendre ». Ils nous ont répondu « Pas question, le nom reste ». Quand j'ai fait mes débuts chez Nintendo, c'était une petite société. On était 5 ou 6. Il y avait Monsieur Arakawa, Ron Judy, Al Stone, Don James, John Pedersen et moi-même. C'est nous qui avons converti les jeux. Le travail reposait sur nous. Monsieur Arakawa a acheté un pack de bière et on est resté tard. Les femmes de certains employés sont venues nous prêter main forte. On a passé toute la soirée jusqu'à tard dans la nuit à convertir les bornes de Radarscope pour Donkey Kong. Tout le monde a participé. À l'époque, les jeux intersidéraux étaient à leur apogée. Et nous, on s'est pointé sur le marché avec notre jeu qui s'appelait Donkey Kong. On a voulu le tester dans un bar du coin. C'était un petit restaurant qui s'appelait le Spot Tavern. On y a installé une borne. Elle a rapporté plus que tous les autres jeux. Alors, on a rajouté une borne et les deux se sont remplis en un temps record. On en a mis une troisième. Et rebelote. Le scénario s'est répété immédiatement. On a compris qu'on tenait enfin notre jeu à succès. Space Invader était un succès mondial. Pac-Man était un succès mondial. Maintenant, c'était Donkey Kong, le jeu du moment. Personne n'avait encore jamais vu de jeu comme celui-ci. Je m'en souviens très bien. À l'époque, les jeux d'arcade étaient soit des jeux intergalactiques, soit des jeux de sport. Donkey Kong était complètement différent. C'était un gorille géant et un plombier italien qui escaladait des échelles. Ça m'a interpellé. J'ai trouvé ça étrange. La première fois que j'ai joué à Donkey Kong, j'ai trouvé le jeu très dur. On ne sait jamais pour combien de temps on a le marteau. Il disparaît alors qu'on veut frapper un tonneau. On se fait tout le temps tuer. Tous les éléments d'un bon jeu d'arcade sont réunis. Ça avait l'air facile, mais c'était dur. À la moindre erreur, le personnage mourait et on voulait recommencer. Avec Donkey Kong, ils ont réussi à nous épater. J'ai toujours trouvé ce jeu très addictif. Oui. À la fin du premier niveau, la disposition de l'écran change complètement. C'était comme si on commençait un nouveau jeu. En fait, il y avait deux jeux en un.
C'était la même chose pour le niveau 3, le niveau 4, et ainsi de suite. Il faut maîtriser 3 jeux différents pour jouer à Donkey Kong. J'ai jamais réussi à atteindre le niveau 4. Je crois que c'est l'usine de ciment. Je n'avais qu'une envie, c'était d'arriver à la fin du niveau pour voir à quoi allait ressembler le suivant. Le reste n'avait pas d'importance. Je voulais seulement voir la suite. Au début des années 80, peu de jeux mettaient en scène des humains. C'était rare. En général, c'était des vaisseaux spatiaux ou des formes abstraites. Avec Donkey Kong, on voyait un homme courir, sauter, grimper et même tomber. Ce jeu, ça a été une révélation. Ça m'a permis de comprendre l'importance et la puissance de l'histoire dans un jeu. À l'époque, quand on voulait jouer, on glissait une pièce dans une borne et on appuyait sur Start. Là, c'était différent. On appuyait sur Start et on regardait une animation qui représentait Donkey Kong prendre Pauline sous le bras pour grimper à l'échelle. On le voyait aussi sauter sur les poutres qui s'affaissaient sous son poids et devenaient bancales. Ensuite, il déposait Pauline sur un piédestal et on la voyait appeler à l'aide. C'était un peu comme une scène coupée. C'était un concept encore inédit à l'époque. Les jeux d'arcade et les jeux vidéo sur console n'avaient pas tout ça. C'était une nouvelle façon d'exploiter le jeu. On racontait une histoire, il y avait un fil conducteur. Ça ressemblait un peu à un dessin animé ou à un conte de fées. C'était un jeu d'arcade unique. C'est ce jeu qui m'a converti. Quand Miyamoto parle de son jeu, il évoque toujours ses sentiments et ses émotions. Il raconte sa jeunesse et ses meilleurs souvenirs d'enfance. Il s'en est beaucoup inspiré pour concevoir ces jeux. Et ça se ressent. Ils ont un côté humain. La première fois que j'ai joué à Donkey Kong, je me suis demandé, est-ce que je veux vraiment faire carrière dans ce domaine? Ce serait trop beau pour être vrai. Je suis partante. J'aimerais avoir un plan dégagé de Ward qui joue à Donkey Kong. Quand on recevait ces bornes à l'entrepôt, on les alignait. On devait en avoir une 50aine et on les allumait tout en même temps. Ça faisait un bruit terrible quand on y jouait. Au début des années 80, Nintendo ajoutait quelques notes de musique sur ses jeux vidéo. Et il y avait une enceinte immense placée à l'avant de chaque borne. Quand vous avez 9 ou 10 ans, le son vous frappe en pleine poitrine. Il faut l'avoir vécu pour le comprendre. C'est une expérience viscérale et intense qui ne s'explique pas. Ça a été une révélation pour moi. J'avance. Si près du but. Que se passe-t-il lorsqu'une force lancée à toute allure entre en collision avec un objet immuable? Un conflit. Sid Sheinberg. À ce moment-là, c'est lui qui est à la tête des studios Universal. Le succès de Donkey Kong ne lui échappe pas, et il fait le rapprochement avec le fameux gorille de ses studios. Quand son avocat lui révèle les montants faramineux que Nintendo engrange grâce à ce jeu, Sheinberg décide qu'il est temps d'agir. Il compte bien récupérer ce qu'il estime lui revenir de droit. Nintendo a souvent été traîné en justice dans les années 80 et 90. C'est dû notamment au succès retentissant de l'entreprise qui a vite gagné en popularité. Quand les studios ont eu vent du succès de Donkey Kong, ils se sont dit « C'est du vol, c'est une copie de King Kong ».
C'est du plagiat, c'était notre idée, vous devez nous dédommager. Ils ont poursuivi Nintendo en justice à cause de la ressemblance entre Donkey Kong et King Kong. Et ils n'avaient pas tout à fait tort. Ce sont tous les deux d'énormes gorilles qui s'appellent Kong, qui escaladent la façade d'un bâtiment, terrorisent la population et kidnappent une femme. Il y a beaucoup de on-dit quant à ce qui a pu inspirer Monsieur Miyamoto. À mon avis, il a dû puiser une part de son inspiration dans le film King Kong pour créer ce jeu. Je pense notamment à son idée d'avoir une femme fatale retenue de force par un grand singe. King Kong a eu un succès mondial à sa sortie en 1933. C'était le premier film d'action de ce genre. Le gorille escalade l'immeuble, il tombe, il retient une femme en otage. Bien sûr que Miyamoto s'est inspiré du film. Peut-être qu'il s'est effectivement inspiré de King Kong. On s'inspire de tout. Quand on travaille dans ce domaine, on note tout ce qu'on voit et on s'en resserre plus tard pour créer autre chose. En quelque sorte, il a donné à King Kong un côté attachant. Sauf que maintenant, il se fait poursuivre par un plombier en colère. Mais Universal veut sa part du gâteau. C'est ainsi qu'au printemps 1982, les studios Universal poursuivent Nintendo en justice. Ils étaient persuadés de gagner le procès. L'année de sa sortie, Donkey Kong a engrangé 180 millions de dollars. L'année suivante, les recettes s'élevaient à 100 millions de dollars. C'était énorme. Nintendo s'est retrouvé à la tête d'un capital énorme. Et ça, ce n'était pas du goût des studios. Ils cherchaient un moyen d'entrer sur le marché du jeu. Mais il n'était pas question de concevoir un jeu à succès. C'était bien plus simple de s'emparer des recettes de quelqu'un d'autre. La taille de Nintendo nous importait peu. Ce qui comptait à nos yeux, c'était notre identité et que le public aime nos produits autant que nous. Finalement, quand on a été traîné en justice, on se fichait pas mal du poids de notre adversaire. On se moquait de sa taille et de ses menaces. À la surprise générale, la petite entreprise tient tête au géant qui essaie de l'intimider et remporte le procès haut la main. C'est historique. Il y a eu un point décisif. King Kong n'appartenait à personne. Il était passé dans le domaine public. Les revendications des studios Universal n'étaient plus valides. Les titres n'existaient pas. Ça veut dire que Universal ne possédait pas officiellement King Kong. Le juge a découvert que les studios de cinéma en étaient parfaitement conscients et qu'ils attaquaient Nintendo en se basant sur leurs droits d'auteur. Ça n'a pas du tout plu au juge qui a rejeté l'affaire et a dit que même si la réclamation des studios pouvait sembler légitime, Donkey Kong ne pouvait pas être considéré comme un plagiat de King Kong parce que c'était une parodie. Ça a été une très longue bataille juridique, mais Nintendo a tenu tête à ce géant du début à la fin. Et ses efforts ont fini par payer. Take a cassette out of its case. Les ordinateurs. Les chaînes d'information en continu. Les clips. Magic Johnson et Larry Bird. Les poupées bout de chou et We Are the World. Les années 80 sont placées sous le signe de la nouveauté, notamment dans le secteur naissant du jeu vidéo. Saturation du système. Les jeux s'enchaînent, mais l'engouement se dissipe. Le manque de variété se fait sentir, les salles d'arcade se vident, les jeux ne se vendent plus et les joueurs se font rares. Je m'en souviens très bien. C'était en 83 ou 84. J'étais dévasté. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. J'ai la chair de poule rien que d'en parler. Pour moi, c'était terminé. C'était la fin des jeux vidéo.
Video games have come on hard times these days with closeout sales, discount prices just about everywhere. Some people are saying that computer games as a part of the market is kind of dying now. Do you think that's the case? The video game maker says it plans to lay off about 300 workers. The big crash. Not since 1929 has an industry fallen so far, so fast. It was almost like the stock market boom of the 1920s, just before 1929. À mon avis, ce crash, c'était du suicide. On se tirait une balle dans le pied. J'étais très inquiet pour l'industrie du jeu vidéo. Ils avaient touché le fond. L'entreprise avait très peu de chances d'y survivre. Le marché prenait l'eau de tous les côtés. Les jeux vidéo sur console étaient très mauvais comparés aux jeux d'arcade. L'échec d'Atari a eu un impact sur le destin de Nintendo. Il n'y a pas vraiment eu d'élément déclencheur, mais il y a eu un événement dont on a tous forcément entendu parler, même si on n'était pas né à l'époque. C'est le double échec brutal qu'Atari a dû essuyer. Ni Pac-Man ni E.T. n'ont su convaincre les joueurs sur console. Ils avaient eu l'idée de reprendre leurs meilleurs jeux d'arcade et de les proposer également sur console. Mais la qualité n'était pas au rendez-vous. Ils ont massacré Pac-Man, qui était pourtant un succès phénoménal. Les gamins des années 80 voulaient jouer à Pac-Man, et ça, c'était pas Pac-Man. Il y avait à peine assez de sprites pour faire tourner le jeu. Quand vous vous déplaciez vers la droite, la bouche du personnage était orientée du bon côté. Mais quand vous montiez, il restait dans le même sens. Même chose quand vous descendiez. Il n'arrivait pas à le tourner. Cela montre bien les limites de leur console. Tout le monde adore le film E.T. C'est le plus gros succès depuis Star Wars. On attendait avec impatience la sortie du jeu. On n'en revenait pas. Ça a été une grande déception. Le jeu était affreux. Il était bon à jeter. Et des millions d'enfants à travers le monde ont ressenti exactement la même chose en découvrant le jeu vidéo. Le produit qu'a proposé Atari était bien en deçà de ce à quoi les consommateurs s'attendaient. Même les fans ont laissé tomber. Ils avaient touché le fond, c'était critique. Atari a commis une erreur de stratégie. Il n'aurait pas dû s'imaginer qu'une machine aussi limitée pourrait tenir longtemps et servir de plateforme logicielle. Je me suis trompé. Je m'attendais à ce que la console 2600 commence à disparaître petit à petit vers 1980 ou 81. On a poussé jusqu'en 83, mais ça n'intéressait plus personne. On ne peut pas miser sur le fait que chaque ménage va garder une console à vie. Les joueurs se tournent vite vers une version plus moderne. Il y a trop de consoles et trop de jeux sur le marché. Mais surtout, on commence à sentir que les consommateurs délaissent les jeux vidéo au profit des ordinateurs. PC Junior from IBM, the computer that's growing by leaps and bounds. Si je ne m'abuse, je crois que la chute d'Atari a été l'une des rares fois où le numéro 1 d'un marché a fini par jeter l'éponge. Atari a tout simplement coulé. Il y a eu une année d'incertitude. Tout le monde croyait que c'était la fin des jeux vidéo. L'héritage d'Atari, je dirais que c'est par nous que tout a commencé. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un logo sur un t-shirt. On dirait que les gens ont oublié tout le reste. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça me déçoit, bien sûr, mais c'est la vie. À quoi bon rester bloqué dans le passé? Le sort des jeux vidéo semble scellé. C'est la fin d'une époque aux États-Unis. The tokens eventually run out, and even the best players must return to the glass towers, where the games are more complex and the scores not so easily kept. Mais les consommateurs ne savent pas tout. L'entreprise qui a créé Donkey Kong développe en secret une machine qui va devenir un objet phare de la décennie.
Player's overwhelming choice for the season's biggest hit, the Nintendo Entertainment Nintendo is almost the most fun a kid can have. Take thousands of calls from players every day, taking America by storm. On contre-attaquait les studios Universal pour atteinte aux droits d'auteur. À l'époque, j'étais perçu comme un expert en la matière. J'ai donc dû aller témoigner au tribunal. Le juge a voulu que je joue à Donkey Kong pour le montrer à l'audience. Et il est venu à côté de moi pour regarder. J'étais bloqué au niveau 1. Monsieur Arakawa a dû venir finir la partie. C'était amusant. Un jour, mon cousin vient me montrer cette espèce de petit engin et il me dit « Tu ne vas pas le croire, c'est Donkey Kong Junior ». Puis il m'en montre un deuxième et il me dit « Et celui-là, c'est Popeye ». Et comme si ça ne suffisait pas, il me montre le commutateur à l'arrière de la machine et il me dit qu'on peut avoir jusqu'à 256 vies dans Popeye. Ça ne m'a pas suffi pour battre la sorcière des mers. Ce jouet est très rare de nos jours. J'ai beaucoup de chance de l'avoir trouvé. Vous avez devant vous la véritable Ultra Hand. Je la trouve plutôt bien conservée pour son âge. C'est le jeu blockbuster de la Color TV Game. C'est la toute première console sur laquelle Miyamoto a travaillé quand il a été embauché par Nintendo. Il me semble que c'est le 3e ou 4e modèle. C'est notamment l'une des toutes premières consoles de jeux vidéo qui permettait de jouer au casse-briques à la maison. Regardez. Elle est encore emballée. C'est Miyamoto en personne qui s'est chargé du design de cette boîte d'emballage. Il a représenté les différents jeux à l'aide de ces quelques images à l'avant de la console. Comme ça, on sait à quel jeu est associé chaque numéro. C'est pratique. Il y a le bouton pour lancer la balle, il est gros, on le voit tout de suite. Voilà, vous avez vu Blockbuster. Mario s'appelait Jumpman. Jumpman. C'était Jumpman. Depuis le début, il joue le rôle d'un gros dur dans un petit corps. Il court partout pour sauver tout le monde. Ça lui donne un côté plus doux aux yeux des gens. C'est toujours lui le grand héros de l'histoire. Dans Donkey Kong, le jeu d'origine, il sauvait sa petite amie. Elle s'appelait Pauline, je crois. Plus tard, c'est devenu la princesse Peach. Raté. C'est rien, c'est dans la boîte. His name is Robert Paulson.